Comment faut-il jouer au football? À première vue, la question est absurde. En suivant ses règles, bien sûr, en cherchant la victoire, évidemment, ce sont les principes cardinaux du jeu, et ils sont clairs. Mais à bien y réfléchir, il naît une seconde dimension à cette question. Car si le sport est une expression, c'est bien que le style compte. Au-delà du résultat, il y a l'approche. Pour arriver à sa fin, les moyens diffèrent, et nos choix sont une lumière qui éclaire notre moralité, parfois notre identité, souvent le comment est important. Voici une courte histoire qui s'en veut la preuve. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle analyse historique. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Aujourd'hui, on renoue avec l'histoire pour parler d'un geste en particulier et de tout ce qui est associé. Alors, pour démarrer, il faut faire un petit retour dans le temps. Retour en 2010, on est le 11 juillet 2010 à Johannesburg, et c'est un jour pas comme les autres, puisque c'est un jour de finale de Coupe du Monde. L'Espagne rencontre les Pays-Bas, c'est-à-dire deux nations qui n'ont jamais remporté le mondial. Quoi qu'il arrive, l'histoire promet d'être belle, mais avant, elle sera très disputée, et c'est un euphémisme. 14 cartons jaunes au total, de très loin le record en une finale de Coupe du Monde, avant c'était 6. 14 cartons jaunes, dont 9 pour les Pays-Bas, qui sont particulièrement nerveux et agressifs. John Heitinga sera expulsé en prolongation, mais le paroxysme de cette violence, c'est bien plus tôt, c'est autour de la 28e minute. C'est ce tacle à hauteur de poitrine de Nigel de Jong, un geste qu'Howard Webb ne sanctionne pas d'un carton rouge, et qui va rentrer dans l'histoire du football, qui va y laisser une empreinte profonde, pas que sur la poitrine de Xabi Alonso, mais aussi sur la conception que les Pays-Bas se font d'eux-mêmes. Alors, il va naître une question et une opposition, un moment de débat fascinant aux Pays-Bas. Pour le comprendre, on va devoir remonter encore un petit peu plus en arrière. Alors, petite histoire du foot hollandais très rapide, un petit rappel quand même sur le fait que la Coupe du Monde 74, qui est perdue par les Pays-Bas en finale contre l'Allemagne de l'Ouest, c'est un peu ce moment d'acmé qui symbolise à quel point le football hollandais et néerlandais a marqué l'histoire. C'est un des meilleurs exemples d'une défaite glorieuse, d'un perdant, en l'occurrence les Pays-Bas de Johan Cruyff et leur football total, un perdant qui est plus resté dans l'histoire que le vainqueur de la finale, l'Allemagne de l'Ouest. Pareil en 1978, 4 ans plus tard, avec une nouvelle défaite en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Pareil à l'Euro 92, où les Pays-Bas de Gullit, Van Basten et un très jeune Dennis Bergkamp sont d'assez loin la plus belle équipe d'un tournoi qu'ils ne remportent pas. Pareil en 98, pareil en 2000. Les perdants magnifiques, c'est les Pays-Bas. Ils ont très souvent été les vainqueurs moraux de ces tournois, la seconde équipe de cœur de tout le monde, et les dignes représentants du beau jeu. Alors, toute l'idée derrière cette vidéo, elle est tirée d'un article que j'ai lu il y a quelques semaines dans ce numéro du Blizzard, le premier numéro du Blizzard. C'est un article de Simon Cooper, qui est un expert du foot néerlandais, un Britannique qui vit aux Pays-Bas depuis longtemps, mi-britannique, mi-néerlandais, et il parle d'une forme de supériorité morale ressentie chez les Néerlandais, qui correspond assez bien à l'attitude des Pays-Bas, même en dehors du monde footballistique, en dehors du foot. Les Pays-Bas se sont longtemps considérés comme étant une démocratie exemplaire, un exemple à suivre. Il y a même un concept de science politique apparemment que j'ai appris en lisant cet article, un concept de science politique et du discours public qui était très en vogue aux Pays-Bas dans les années 60-70, c'était Netherlands Guide Land, donc un jeu de mots sur le land, Netherlands Guide Land, les Pays-Bas pays guide, c'est la meilleure manière de le traduire. Et c'est une référence au credo de tolérance des Pays-Bas, de leur progressisme qui est traduit en action publique, en loi, par exemple au sujet de l'euthanasie, des droits pour les homosexuels, de l'écologie, entre autres. Les Pays-Bas comme pays guide, en foot, comme dans la vie réelle, entre guillemets, les Néerlandais se voient comme les garants du beau jeu, d'une part, et des belles idées, de l'autre. Donc voilà, ça plante un petit peu le décor au sujet de la conception que les Pays-Bas avaient et ont pu avoir d'eux-mêmes. Mais il y a deux événements qui vont changer beaucoup de choses. C'est dans le cadre de cette seconde partie que j'ai appelée de Dublin à De Jong. On va voir une évolution dans la mentalité néerlandaise de ce point de vue-là. Deux événements à 10 jours d'intervalle, c'est l'analyse de Simon Cooper en tout cas. D'abord le drame de Dublin, qui est un petit peu comme nous, notre France-Bulgarie 93, le moment Kostadinov de l'équipe de France. Pays-Bas-Irlande à Dublin, c'est le 1er septembre 2001, les Pays-Bas s'inclinent 1-0 et échouent à se qualifier pour la Coupe du Monde 2002. 10 jours plus tard, les attentats du 11 septembre, bien sûr, secouent profondément la vision du monde néerlandaise. Pour l'auteur de l'article, donc pour Simon Cooper, ça va lancer un double processus, une refondation de l'identité footballistique néerlandaise, mais aussi une refondation, dans une certaine mesure, de son identité politique. Alors, les belles défaites
et les belles idées ne suffisent plus, en football, les Pays-Bas vont commencer à développer un nouveau style qui est plus défensif, plus axé sur la transition, qui va connaître un certain succès à l'Euro 2008 et qui va connaître son apogée à la Coupe du Monde 2010. Juste avant la Coupe du Monde d'ailleurs, et ça c'est super intéressant quand même, juste avant la Coupe du Monde, Nike, qui est l'équipementier des Pays-Bas, va créer une pub pour la sélection néerlandaise qui symbolise ce changement de mentalité, voire d'identité, le changement d'identité qui s'est opéré aux Pays-Bas, puisqu'au son des tambours, on voit les joueurs subir une session d'entraînement douloureuse, centrée vraiment autour de la souffrance physique, et les slogans qui ornent les murs sont éloquents. D'abord, le football n'est pas total, référence au football total néerlandais, la base de l'identité footballistique néerlandaise. Le football n'est pas total sans la victoire, et deuxièmement, une belle défaite n'est rien d'autre qu'une défaite. Et en fait, Nike, l'équipementier des Pays-Bas, avait senti le vent tourner en Afrique du Sud, les Pays-Bas de Johnny Heitinga, de Khalid Boulahrouz, de Nigel de Jong. Ces Pays-Bas sont en opposition profonde à leur tradition footballistique, qui sont une équipe violente, techniquement assez pauvre, loin des standards de beauté historique de Cruyff, de Rinus Michels. Alors, ils atteignent la finale du tournoi où ils rencontrent l'Espagne, et on connaît la suite. Nigel de Jong n'est pas expulsé pour son attentat sur Xabi Alonso, et en prolongation, Iniesta offre à l'Espagne sa première Coupe du Monde. C'est une finale qui va déclencher un vrai débat aux Pays-Bas. Notre dernière partie, ce débat qui est en grande partie initié par Johan Cruyff. Alors il dit « Je n'imaginais pas qu'un jour mon pays abandonnerait sa manière de jouer. Nous avons été sales, vulgaires, moches. La victoire de l'Espagne est la victoire du football. » Et c'est vrai qu'avec l'Espagne comme adversaire pour les Pays-Bas, l'histoire du foot avait dessiné une belle ironie, parce qu'en 2010, l'Espagne est très inspirée des préceptes guardioliens et donc cruyffistes. C'est une Espagne hollandaise, quelque part, au style particulièrement distinct, marqué, qui empêche les Pays-Bas de connaître la gloire qu'ils attendent depuis plusieurs décennies. C'est un sacré signe du destin. Mais tous, à ce moment, et c'est là le côté débat intéressant, tous n'ont pas pris le côté de Cruyff aux Pays-Bas. Au contraire, pour beaucoup de Néerlandais, et beaucoup de jeunes Néerlandais notamment, qui sont peut-être moins attachés à la tradition et à l'identité footballistique historique des Pays-Bas, pour beaucoup de jeunes Néerlandais, tout ça c'est beaucoup moins important que la victoire comme but absolu, et de la même manière, donc il y a une refondation de cette identité footballistique, et de la même manière, pour Simon Cooper en tout cas, la transformation du paysage politique qu'a suivi les attentats du 11 septembre, donc le drame de Dublin, et par la suite sur la décennie qui suit, transformation de l'identité footballistique, les attentats du 11 septembre, résonance mondiale et transformation progressive de l'identité politique et sociale des Pays-Bas aussi, avec par exemple la montée de l'extrême droite, des figures comme celle de Geert Wilders. Il y a un certain abandon de l'idée Pays-Bas Pays Guide, Netherlands Guideland. Cette idée perd en force au profit d'un retranchement sur soi qui est de l'ordre des Pays-Bas avant tout, Netherlands first. Voilà, en tout cas c'est l'idée globalement de Simon Cooper en 2011, donc il y a un petit moment. J'ai toujours trouvé que les Pays-Bas c'était un pays assez fascinant, qui faisait les choses différemment, et sur son histoire footballistique, sur son rapport au jeu, sur son amour du jeu, qui les conduisent quand même à avoir un débat national sur le style de football que doit pratiquer la sélection, ça donne envie, et c'est quand même assez particulier. Alors ce serait intéressant de savoir comment ça a évolué depuis 2011, c'est un article qui a déjà 10 ans maintenant. Je peux pas vraiment faire de commentaires précis sur le débat politique néerlandais, comme je vous l'ai dit, mais en football, je parierais plutôt sur un retour aux origines depuis 2011. Les Pays-Bas ont quand même assez nettement rompu avec l'ère Nigel de Jong, avec l'ère Johnny Heitinga, l'ère des cyniques quelque part, pour redevenir un pays qui se préoccupe assez fortement de son identité footballistique et de son style. Un pays qui veut être à l'avant-garde, qui veut être progressif et qui veut être une forme de bastion, et peut-être dernier bastion, de la moralité footballistique. En sélection, on l'a vu par moments, même si sans doute pas assez avec Frank de Boer aux manettes, mais l'Ajax par exemple en Ligue des Champions il y a quelques saisons, l'Ajax en a été une des illustrations les plus fortes et les plus marquantes, et le nombre de joueurs techniques, élégants, soyeux qui sortent des Pays-Bas, qui sortent de l'Eredivisie, vont sans doute dans ce sens. Voilà, le débat est pas clos, il est bien vivant. J'ai vu il y a quelques jours à peine, d'ailleurs ça m'a intéressé, alors que j'étais en train de préparer cette vidéo, de manière assez fortuite, j'ai vu qu'il y avait eu un débat assez véhément qui a opposé Louis van Gaal, le sélectionneur actuel des Pays-Bas, à un journaliste en conférence de presse lors de cette trêve internationale. Il s'était plutôt engueulé au sujet du 3-5-2, de ses vertus, de ses lacunes potentielles. Voilà, c'est quand même marrant. Forcément, je me demande à quoi ressemblerait ce débat si on l'avait aujourd'hui en France. Est-ce qu'il serait de la même qualité? Est-ce qu'il serait de la même nature? Est-ce que notre rapport au jeu est suffisamment profond pour faire naître un débat sur la nature du jeu, sur le pourquoi on joue au foot? Voilà, si la seule réponse qu'on réussit à trouver à cette question, pourquoi on joue au foot, c'est gagner,
on a sans doute encore du travail à faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner pour pas rater toutes les prochaines. Et de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.